You know nothing, Jon Snow. You have to go back, bitch. Got a theory, could be Bonnie. Sit down. You never say C'est pas thank faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec, je suis fan d'elle, Marie Telling. Oh, je suis fan de toi aussi. Merci. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet difficile. Il y a quelques jours, plusieurs membres du casting de Buffy contre les vampires, notamment Charisma Carpenter, qui jouait Cordelia, ont accusé le créateur Joss Whedon de comportements inappropriés et abusifs à l'époque du tournage. Donc c'était en fin des années 90, début des années 2000. Vous le savez, si vous nous avez déjà un peu écouté, Joss Whedon est un créateur dont on parle régulièrement et que l'on a toujours beaucoup admiré puisqu'il est à l'origine de plusieurs de nos séries préférées, comme notamment Buffy, mais aussi Firefly ou Dollhouse. Alors comment on fait quand un artiste qu'on admire depuis longtemps se retrouve accusé de comportement abusif? Est-ce que ça va et doit changer quoi que ce soit à notre regard sur ses œuvres? On essaie de trouver les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Alors mon pic cette semaine, c'est l'annonce du casting de Conversations with Friends, qui est une série qui est produite par la BBC, qui est basée sur le premier roman de Sally Rooney. Sally Rooney, c'est celle qui a écrit Normal People, qui était une de nos séries et de nos romans préférés de ces dernières années. En raison du succès de Normal People, la BBC a décidé d'adapter son premier roman, Conversations entre amis, qui s'intéresse aussi à des relations de couple, mais cette fois entre deux couples. En fait, un couple d'amis et d'ex, deux meufs qui sont étudiantes à Trinity College à Dublin, et un couple un peu plus âgé. Lui est acteur et elle est photographe, et c'est sur les relations entre les quatre. C'est un très très bon livre, donc on a hâte de voir la série, mais on a eu l'annonce du casting cette semaine. Il y a des choses très excitantes dans cette annonce, comme le fait que Sacha Lane va jouer Bobby. Sacha Lane, on la connaît de American Honey, et moi je la vois très bien dans le rôle de Bobby. Il y a Alison Oliver qu'on connaît pas encore, qui va jouer Frances, mais quand j'ai vu sa photo, ça fonctionne, non ? Elle a la tête. Oui, voilà. Jemima Kirk, c'est celle qui jouait Jessa dans Girls. Moi, je la vois très bien dans le rôle de Melissa. C'était peut-être pas comme ça que j'imaginais le personnage quand j'ai lu le livre, mais je trouve que ça fonctionne. Mon seul problème, c'est Joe Alwyn, qu'on connaît surtout comme le mec de Taylor Swift, mais qui a aussi joué dans The Favourite, qui est un très bon acteur, mais qui va jouer ici le rôle de Nick, qui est censé quand même être un homme assez mature, qui a à peu près 35-36 ans, qui est assez complexe comme caractère. Et Joe Alwyn, moi, je trouve qu'il a vraiment la tête du premier venu. Il est très mignon, mais il fait vraiment très, très jeune. Et je l'imagine pas du tout dans ce personnage. En même temps, quand j'avais vu les photos de Paul Mescal à l'époque de l'annonce du casting de Normal People, je m'étais dit, c'est pas du tout Connell. Donc, peut-être que ça va fonctionner. J'espère, en tout cas. Mais j'ai des très gros doutes. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est un pic de divertissement. C'est la série WandaVision, ou WandaVision pour les intimes qui ne savent pas prononcer le titre comme moi. Et c'est la première série Marvel de Disney+. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver très prochainement. Et c'est le plus gros carton de Disney+, pour l'instant, avec The Mandalorian, qui est la série Star Wars. Si vous nous écoutez un petit peu, vous savez qu'on déplore parfois l'incursion du monde du cinéma dans les séries télé, parce qu'on a l'impression que parfois c'est des gens qui comprennent pas trop l'univers de la télé, qui veulent juste un peu surfer sur la vague hype du moment. Et ce qui est génial avec WandaVision, c'est que non seulement les scénaristes comprennent le monde de la télé, mais qu'ils lui rendent carrément hommage de manière ouverte dans la série, puisque en fait, sans vouloir trop spoiler l'intrigue, parce qu'il y a plein de révélations et plein de surprises, chaque épisode reproduit fidèlement l'univers d'une décennie de la télévision, donc les sitcoms des années 50 en noir et blanc, les séries avec les rires enregistrés dans les années 80, et donc c'est vraiment très très riche en termes d'hommage et en termes d'écriture. Et ce qui est génial, c'est que les épisodes durent entre 20 et 30 minutes, alors vous laissez pas piéger par la durée annoncée sur Disney+, parce qu'en fait il y a genre 8 minutes de générique, parce que comme c'est Marvel, voilà, les génériques durent aussi longtemps que le reste de l'épisode. Mais du coup, c'est une série qui est courte, qui est divertissante, qui est très très bien écrite et très bien incarnée. Et pour moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment, quoi, d'un truc qui est très court, que j'attends avec impatience toutes les semaines, et qui pour moi a vraiment compris ce qui fait la beauté et la magie des séries télé. Et ça me donne un peu espoir en la nouvelle ère PIC TV du moment. Est-ce qu'on peut l'avoir vu sans avoir vu les films Marvel ?
Je pense que oui, je pense qu'on l'apprécierait sans doute plus en ayant vu les films Marvel, mais ça nécessite pas... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça fonctionne sur plusieurs niveaux. Il y a plein de petites références cachées pour les gros fans de Marvel, mais c'est aussi juste tellement bien écrit, tellement divertissant et formellement tellement intéressant en reproduisant un peu l'univers des séries vintage de la télévision que, à mon avis, vous pouvez y trouver votre compte, même si vous connaissez pas trop l'univers, parce que ça parle de personnages qui étaient déjà un peu marginaux dans l'univers du MCU récent. Donc en vrai, c'est pas non plus... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir suivi de très près. Ouais, après, il faudra peut-être faire une recherche Wikipédia ou deux, quoi. Ouais, mais... Sur l'histoire de Wanda, enfin, sur son histoire à elle, quoi. Oui, mais en fait, il le précise vachement. C'est-à-dire qu'il y a plein de répliques où elle nous rappelle qu'elle a un frère, elle nous rappelle qu'elle était orpheline quand elle était plus jeune. Enfin, il y a plein de trucs, en fait, qui sont recontextualisés parce que les scénaristes partent aussi du principe qu'ils veulent convertir des personnes qui connaissent pas forcément très bien l'univers Marvel. Moi, en tout cas, je recommande d'essayer la série. Bon, on va rester un petit peu sur Marvel, au final, puisque cette semaine, on parle de Joss Whedon. C'est la grosse actu du moment pour tous les sériphiles. Il y a quelques jours, Joss Whedon a été accusé par Charisma Carpenter, donc qui jouait Cordelia dans Buffy, de comportement abusif. Donc, on voulait un peu vous resituer l'affaire et vous expliquer déjà qui est Joss Whedon et pourquoi on devrait s'intéresser à cette histoire. Joss Whedon, c'est le créateur légendaire de Buffy contre les vampires, qui a aussi écrit Firefly, Dollhouse, qui avait écrit le film Buffy contre les vampires au début des années 90, et qui est devenu l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood quand il a réalisé et écrit le premier film Avengers, qui a été le 3e plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma à sa sortie. Il a aussi réalisé et écrit Avengers Age of Ultron, qui était beaucoup moins réussi, on va dire. C'est assez connu qu'il a fait un burn-out pendant l'écriture du film, mais tout ça pour dire que Joss Whedon a une aura à Hollywood d'excellents scénaristes. Il est très connu pour ses dialogues qui sont très percutants, très marrants, pour ses références méta. Il a créé un espèce de langage avec son propre rythme, ses propres néologismes, qui est devenu très célèbre à Hollywood, avec ses propres références. Il a acquis au fil des années, et surtout à travers son travail dans Buffy contre les vampires, un statut d'icône féministe et d'allié de la cause féministe. Il s'autoproclame comme féministe lui-même, c'est quelque chose, et il dit qu'il a été élevé par une mère féministe et tout ça. En 2013, il y a même une organisation de droits de l'homme qui s'appelle Equality Now, qui avait salué son attachement à l'égalité des genres et à la lutte pour l'égalité des genres dans toute son œuvre. Ce qu'il faut dire, c'est que Buffy, dans l'histoire de la pop culture, de la télé et même dans notre culture à nous et notre vie personnelle, c'est une série qui a joué un rôle très important. C'est une œuvre qu'on acclame tout le temps comme féministe et qui a été importante pour notre construction en tant que femme, en tant que critique, en tant que consommatrice de pop culture. Et c'est vraiment une série qui a compté dans l'histoire de la télévision pour la manière dont elle a renversé beaucoup de codes genrés, en fait. L'idée de base de Buffy, c'est de prendre une héroïne qui d'habitude serait la victime dans la plupart des récits d'horreur, c'est-à-dire une jeune fille blonde qui a l'air très innocente et un peu frêle, et de faire d'elle l'héroïne qui est la plus menaçante et la plus dangereuse pour les monstres, justement. Et ce postulat de départ, il le développe sur 7 saisons, enfin même jusqu'à la 7e saison, où c'est vraiment une déclaration de puissance féminine, un partage de puissance féminine entre de nombreuses femmes. I say my power should be our power. Every girl in the world who might be a slayer will be a slayer. Every girl who could have the power will have the power. Can stand up, will stand up. Slayers. Every one of us. Make your choice. Are you ready to be strong? C'est aussi une série qui a vu le premier baiser lesbien à la télé américaine. Il y a eu beaucoup d'avancées à travers Buffy et c'est vraiment considéré comme une œuvre, et c'est étudié, il y a des Buffy Studies à la fac aux États-Unis, c'est étudié comme une œuvre féministe. Et il faut aussi préciser que toute la marque un peu d'humour méta qu'on retrouve dans les films Marvel, et c'est un peu ce qui a fait, je pense, le succès des films Marvel à l'opposé des films DC, et qu'on retrouvait aussi dans Buffy, tout ça, c'est un peu l'impact de Joss Whedon qui est en fait énorme dans la pop culture actuelle, puisque c'est devenu un peu ce que font tous les blockbusters maintenant aujourd'hui, d'utiliser un peu cet humour méta
Bah ouais, dans tous les films, en fait, et bon, il n'y a pas que Joss Whedon, mais il a énormément compté. Si vous regardez un film d'action où pendant un combat, il va y avoir des petites blagues qui vont être lancées par les gens qui sont pendant le combat, ça vient de Joss Whedon. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans Buffy, c'est ce qui a fait le succès de Buffy, et c'est ce qu'on retrouve dans Avengers, et c'est pour ça que c'est pas chiant quand il y a 45 minutes de combat dans Avengers. C'est drôle parce que il y a plein de petites blagues et que chacun a un peu sa personnalité. Ça, c'est vraiment la signature de Joss Whedon et ça a été récupéré partout. Et donc, il a eu une influence et un impact majeur sur Hollywood et il a une position de pouvoir dans Hollywood. Il est quasi intouchable, en fait, où il l'était jusqu'à récemment. Ouais, voilà. En gros, ce qui se passe depuis quelques années et quelques mois encore plus, c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs sur un comportement un peu toxique de Joss Whedon en tant que leader, en tant que réalisateur, créateur, etc. Notamment, il y a quelques années, son ex-femme, Kai Cole, avait publié en fait un post de blog dans lequel elle expliquait qu'elle avait été un peu traumatisée par leur relation. Et en fait, elle expliquait que notamment qu'il l'avait trompée pour la première fois sur le tournage de Buffy et ensuite à d'autres reprises. Et où en fait, il lui avait avoué ça après des années et où lui disait notamment qu'il avait utilisé un peu son mariage avec elle pour se protéger, pour avoir cette image d'homme un peu irréprochable et d'allié féministe. Et donc, ce qui avait vachement irrité sa femme, et c'est la raison pour laquelle elle voulait parler, c'était que justement, il avait cette espèce d'image d'allié qui n'était pas du tout en accord avec ce qu'elle avait vu de lui. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, on avait été un peu réticente. Je me souviens quand on avait lu la lettre parce qu'on s'était dit, ça craint qu'il ait trompé sa femme, mais ça relève de la vie privée. Et pour nous, ça n'offrait pas forcément une preuve d'un comportement toxique professionnel. Oui, et puis pour moi, c'était pas forcément le signe qu'il ne soit pas féministe, en fait. C'est-à-dire, c'était le signe que ça avait été un mari naze. Et non, mais voilà, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein d'hommes et de femmes qui trompent leur conjoint et c'est horrible et c'est pas moral. Et enfin, on peut en discuter, qui trahissent des gens et qui y sont, on peut en discuter pendant des heures. Mais je pense qu'après, si on parle de définir quelqu'un comme un féministe ou quelque chose comme ça, personne n'est irréprochable. Donc moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ça remet pas en question la portée du travail de Joss Whedon et ça remet pas en question l'homme qui peut être. Après, évidemment. Le problème, c'est qu'il y a eu plein d'autres trucs qui ont été... Oui, ce qui s'est produit ensuite, c'est que il y a notamment le scénario de Wonder Woman sur lequel il travaillait qui a fuité et qui a été énormément critiqué par les gens qui sont tombés dessus sur Internet parce qu'ils se sont rendus compte notamment que Diana, donc Wonder Woman, était énormément objectifiée par le scénario, qu'il y avait un accent mis sur sa beauté physique très très fort dans le scénario, alors que Wonder Woman, c'est censé être vraiment une histoire de puissance et une histoire féministe. Donc il y a eu déjà à ce moment-là, c'était en 2017, il me semble, beaucoup de fans qui ont été un peu déçus et qui se sont dit mais comment ça, Joss Whedon, grand champion de la cause féministe, est capable d'écrire des trucs vraiment sexistes et rétrogrades. Et ça avait déjà un petit peu entaché son image. Donc ça fait beaucoup de petites choses comme ça. Et il faut aussi savoir que Joss Whedon a souvent dit qu'il était workaholic, donc qu'il avait un peu des problèmes avec son rapport au travail. En fait, il nous l'a dit un peu lui-même plein de fois que le travail faisait ressortir des aspects de sa personnalité qu'il n'aimait pas et que ça le bouffait complètement. Et donc, c'est notamment pour ça qu'après Avengers Age of Ultron, il s'est un peu retiré parce qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait fait un burn-out. Et là, récemment, il y a plusieurs projets sur lesquels il travaillait qui se sont un peu terminés en eau de boudin, ou en tout cas que lui, il a quitté dans des circonstances un peu mystérieuses. Et donc, forcément, on ne sait pas si tout ça a un lien avec les accusations ou pas du tout, quoi. Tout ça, en fait, c'est des petits indices sur la personnalité de Joss Whedon qu'on avait vraiment élevé sur un piédestal et qui s'est avéré beaucoup moins parfait que ce qu'on pensait. Mais tout ça, ça a atteint un point d'orgue l'été dernier quand l'acteur Ray Fisher, qui jouait dans Justice League, a accusé Joss Whedon de comportement abusif sur le plateau du film. Et il a été soutenu par ses collègues Kiersey Clemons et Jason Momoa, qu'on connaît de Game of Thrones. Il y a eu une enquête qui a été lancée par la Warner Bros. Et d'ailleurs, Charisma Carpenter a été l'une des interviewées pour l'enquête. Et c'est un peu ça qui a lancé à elle son témoignage, parce que récemment, en fait, l'enquête a mené à un non-lieu, c'est-à-dire que Joss Whedon n'a pas eu de conséquences sur sa carrière. Par contre, Ray Fisher, lui, a été viré du prochain film de DC. Et c'est ça qui a vraiment mené au témoignage de Charisma Carpenter, donc qui jouait Cordelia, qui personnellement est mon personnage préféré de Buffy, qui a partagé son propre témoignage sur Twitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charisma Carpenter avait déjà indiqué dans des interviews, dans des forums de fans, qu'il y avait eu des gros problèmes entre elle et Joss Whedon. Dans un forum en 2009 à un Comic-Con, elle avait parlé du fait que quand elle était tombée enceinte, ça avait vraiment posé problème à Joss Whedon et qu'ils avaient eu des énormes différends et que sa carrière dans le rôle de Cordelia s'était conclue vraiment dans beaucoup d'amertume et dans beaucoup de conflits avec lui. Mais là, c'est devenu beaucoup plus concret dans ses accusations sur Twitter.
Ouais, en gros, ce que Charisma Carpenter dit dans les accusations qu'elle a publiées récemment, c'est que Joss Whedon était extrêmement abusif avec elle, en fait, de plus en plus, que quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, il lui a demandé si elle comptait le garder et il a plus ou moins sous-entendu que peut-être que ce serait bien qu'elle ne le garde pas et qu'à partir de ce moment-là, il a été vraiment odieux avec elle dans son comportement, qu'il l'a traitée de grosse devant tout le casting, qu'il la faisait venir très tard le soir au travail alors qu'elle était enceinte déjà de plusieurs mois, qu'elle était sur le point d'accoucher pour juste lui hurler dessus en fait. Et elle dit que presque 20 ans après, elle garde des séquelles psychologiques, que ça a été très dur pour elle d'en parler et qu'elle souffre de stress post-traumatique en fait, que ça a été vraiment quelque chose de très traumatisant pour elle. Et c'est vrai que, comme tu le dis, depuis longtemps, c'est un peu une tâche sur Angel qui a énormément de fans, la série Angel, parce qu'on sait que l'arc narratif de Cordelia s'est vraiment terminé d'une manière assez cruelle pour le personnage, juste parce que Joss Whedon avait un différend avec l'actrice. Et donc aujourd'hui, c'est de ça dont elle parle. Et ce qui a été assez remarquable, c'est que très vite, une grande majorité du casting de Buffy l'a soutenue sur les réseaux sociaux et tout le monde y a un peu ajouté son grain de sel sans forcément être très spécifique dans des accusations. Oui, mais ils ont été plusieurs à parler d'environnement de travail toxique, ouais. Notamment Sarah Michelle Gellar qui jouait Buffy et dont on sait à l'époque qu'elle était un peu, qu'elle se tenait éloignée du reste du casting et qu'il y avait des différends entre elle et Joss Whedon, notamment vers la fin de la série. Michelle Trachtenberg qui jouait Dawn et qui avait 15 ans à l'époque du tournage, a elle dit sur Instagram que Joss Whedon avait eu un comportement inapproprié, voire très inapproprié, alors qu'elle n'avait que 15 ans et que ça avait même mené à une règle où il n'avait plus le droit d'être seul dans une pièce avec elle. Et on a aussi Amber Benson qui jouait Tara à l'époque et dont le personnage avait été tué aussi dans des circonstances assez brutales et qui ont été critiquées par la suite, qui elle aussi a parlé d'un environnement très toxique. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de membres du casting. En fait, quasiment tout le monde a parlé, sauf Alyson Hannigan qui jouait Willow. Qui est très proche de Joss Whedon. Enfin, on va pas rentrer dans les potins du tournage, mais Alyson Hannigan est toujours très proche de Joss Whedon. C'est connu. Elle a connu son mari qui jouait Weasley dans Buffy et dans Angel. Elle a connu aussi sur le tournage et ils ont eux-mêmes retourné avec lui plus tard. Donc, on sent qu'il y a une affinité à ce niveau-là et elle n'a pas du tout, ne s'est pas du tout exprimée sur le sujet encore. Ouais. Il faut dire qu'il s'agit d'accusations, que Joss Whedon n'a pour l'instant pas du tout réagi, mais que généralement, on a tendance à croire les victimes qui témoignent et surtout quand il y a tout un casting qui témoigne dans le même sens, en fait. Oui, c'est ça. Il y a souvent, quand une victime va témoigner, une réaction qui va dire que c'est par intérêt, que c'est pour se venger, en quelque sorte, que cette personne va témoigner. Or, on sait qu'il y a peu de gains à témoigner. On sait que les victimes, souvent, quand elles décident de témoigner, elles s'exposent à de nombreuses critiques. On va critiquer leur vie privée, leur comportement. On va remettre en question leur témoignage. On l'a vu, par exemple, avec Amber Heard, qui a accusé Johnny Depp de violence conjugale. Elle en a pris plein la tronche, beaucoup plus que Johnny Depp dans les médias. Et on sait aussi que les violences, sexuelles, on parle de quelque chose qui est différent de ceux dont on accuse Joss Whedon, mais elles sont rarement punies, en fait. Il y a très peu de viols ou d'agressions sexuelles qui sont punis par la loi, donc on sait que les victimes n'ont pas vraiment grand-chose à gagner en témoignant et à inventer, en fait, une histoire. Donc on a tendance à croire quelqu'un qui a le courage de témoigner et de s'exposer de telle manière sur les réseaux sociaux. Oui, puis ce qui est intéressant avec Charisma Carpenter, quand je regardais justement son témoignage pendant le Comic-Con de 2009, c'est qu'on sent qu'elle a beaucoup de choses à dire, mais qu'elle n'ose pas, et qu'elle essaie justement de prendre énormément de pincettes et de dire que, bien sûr, il y avait aussi de l'affection pour Joss Whedon. Enfin, on sent qu'il s'est passé des choses, mais qu'elle ne veut pas justement rentrer là-dedans. And I think what happened, my relationship with Joss became strained when I was going through my stuff, and then I became pregnant. And I think Joss was really, honestly, mad. He was really mad at me, and, and I say that in a loving way, which is, it's a very complicated dynamic, working for somebody for so many years and expectations, and then that becomes conflict. And that was my experience. Et je pense que l'élément déclencheur pour elle, ça a vraiment été le traitement de Ray Fisher et la façon dont il s'est fait virer des films d'ici à cause de Joss Whedon et du fait qu'elle y a vu une injustice et donc elle a voulu parler à ce moment-là.
Oui, bah c'est souvent le cas pour des victimes qui se mettent à parler. En fait, c'est quand elles voient que ce qui leur est arrivé arrive à quelqu'un d'autre et en fait qu'elles commencent à se dire bah la seule manière d'arrêter ce cycle-là, de faire en sorte que ce qui m'est arrivé ne se reproduise pas, c'est que moi je prenne la parole quoi. Et c'est ce que Charisma Carpenter dit dans son post. Elle dit je veux pas que ça se reproduise parce que ce qui est arrivé à Ray Fisher, c'est aussi ce qui lui est arrivé à elle quoi. C'est un licenciement abusif en fait avec beaucoup de cruauté. En tout cas, c'est comme ça qu'elle en parle. Et donc là, il y a de plus en plus de personnes qui ont collaboré avec Joss Whedon, qui commencent à s'exprimer. Il y a notamment un ancien scénariste de Firefly, qui est aussi une série culte de Joss Whedon, qui est révéré, qui dit qu'à l'époque, Joss Whedon s'amusait à faire pleurer les femmes scénaristes sur le tournage, et que même il s'en vantait, en fait, et qu'une fois, il s'était vanté d'avoir réussi à faire pleurer une scénariste 2 fois dans la même réunion, et que ça l'amusait beaucoup. Et il faut aussi rappeler que James Marsters, qui jouait Spike à l'époque dans Buffy, il y a quelques années, avait aussi raconté une anecdote qui, rétrospectivement, maintenant, paraît vraiment dark, où Joss Whedon l'avait plaqué contre un mur en le menaçant, en fait, en lui disant que c'était lui le chef et que James Marsters, qui était en désaccord avec lui sur une question de scénario, n'avait pas à ouvrir sa bouche. Oui, parce qu'il était jaloux du fait que Spike devienne aussi populaire avec les fans. Vraiment, en fait, quand on met un peu tout ça bout à bout, on se rend compte que oui, Joss Whedon, visiblement, a pu avoir des comportements toxiques. Et c'est pas la première fois, en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a d'autres créateurs, enfin, ça arrive assez souvent. En fait, c'est assez courant dans le milieu créatif et artistique à Hollywood, ce genre de comportement toxique. Et c'est pas le premier créateur qui se retrouve accusé de tels comportements. Hollywood, c'est quand même la planète où il y a énormément de créateurs, d'hommes qui vont avoir des comportements toxiques, abusifs, une espèce de syndrome de toute puissance, c'est très connu. Le truc quand même, c'est que quand une personnalité est intimement associée à une œuvre, comme l'a été Joss Whedon avec Buffy contre les vampires et à une idéologie aussi, c'est là où ça devient beaucoup plus difficile pour les fans de reconsidérer l'œuvre. Et il y a par exemple Louis C.K., qui est un humoriste américain, qui est l'auteur, le scénariste et l'interprète principal de Louis, la série de FX, qui, enfin, comme son nom l'indique, il y a juste une lettre qui a été changée, c'est Louis avec un E au lieu d'un S, mais c'est très clairement un récit assez autobiographique de sa vie. C'est littéralement inspiré de sa vie et de son œuvre. Et forcément, quand il y a eu des allégations qui sont sorties sur lui, ça nous fait voir la série d'un œil un peu différent. Oui, Louis C.K., il faut savoir que c'est vraiment un humoriste qui est idolâtré. Encore aujourd'hui, même après les accusations. Il est même venu faire des spectacles de stand-up à Paris en anglais, ce qui est hyper rare pour des humoristes américains, mais son aura est à ce point-là forte, quoi. D'ailleurs, moi-même, j'étais une énorme fan de Louis C.K. et je suis allée le voir en représentation à Paris avant que l'enquête sur lui sorte. Mais il faut admettre qu'à l'époque, il y avait déjà des rumeurs. Pour moi, ce n'était que des rumeurs, donc je savais pas trop quoi en faire. Et je suis quand même allée voir son spectacle à l'époque parce que j'étais une énorme fan de son stand-up. Et honnêtement, je dois avouer que j'avais trouvé le spectacle un peu décevant. Donc peut-être que j'étais précurseur et que je savais qu'en fait, ça y est, il était devenu nul. Le truc de Louis C.K., c'est qu'il avait une aura, que son œuvre a été très influente dans l'univers des séries, sur le format dramédie, sur le fait qu'il intégrait des éléments de sa propre vie. On le voit sur scène au Comedy Cellar en train de faire des stand-up dans la série aussi. Donc c'est intimement lié à ça. Je pense que ce qui a énormément déçu quand les allégations sont sorties, c'est-à-dire qu'on a appris en fait qu'il s'était carrément, là c'est un autre niveau que Joss Whedon, il a été accusé de se masturber devant des femmes en les bloquant dans des pièces sans les laisser sortir, de se masturber au téléphone alors qu'il était avec des femmes qui n'étaient pas consentantes. Il y a eu toute une série d'accusations comme ça. J'étais fan aussi de Louis C.K. Je peux plus regarder la série, je peux plus regarder ses stand-up alors que je les adorais avant parce que justement il avait un truc où il jouait vachement là-dessus. C'est-à-dire qu'il avait tendance à avoir un sens de l'autodérision où il faisait passer les hommes pour des pervers, mais il y avait une espèce de complicité avec l'audience, avec le public, où il nous disait toujours je sais ce que je vous dis, mais en même temps je suis pas vraiment comme ça, mais je suis un peu comme ça. How do women still go out with guys when you consider the fact that there is no greater threat to women than men? We're the #1 threat to women. Globally and historically, we're the #1 cause of injury and mayhem to women. We're the worst thing that ever happens to them. That's true. You know what our #1 threat is? Heart disease. That's the whole thing. That's it. Il y avait un jeu un peu qui, pour moi, s'est avéré vraiment très pervers une fois que j'ai appris qu'il était vraiment comme ça, en fait. Ouais, et d'ailleurs, il y a plusieurs scènes dans sa série où, par exemple, il jouait avec Pamela Adlon, qui jouait sa partenaire et qui a ensuite créé l'excellente série Better Things avec lui, où en fait, ils avaient un peu des jeux sexuels où la question du pouvoir était un peu trouble aussi. Et moi, c'était des scènes qui m'avaient un peu perturbée à l'époque où je les avais vues. Et rétrospectivement, en fait, quand les accusations sont sorties, ça m'a vraiment fait reconsidérer
inspiré, comme tu dis, certaines scènes de sa série et certains éléments de son stand-up, où en fait, comme Joss Whedon, il passait un peu pour un allié qui était très conscient en fait des problématiques de genre et des rapports de pouvoir très inégalitaires entre les hommes et les femmes, et qui utilisait ça dans sa comédie, quoi. Et du coup, quand on a découvert ce dont il était accusé, et d'ailleurs lui-même a admis que effectivement, enfin, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ça bouleverse toute l'œuvre et la manière dont on la voyait, encore plus que Buffy pour moi, parce que, enfin, Joss Whedon, enfin, il y a des éléments de lui dans le personnage de Buffy, mais ça reste Buffy la tueuse de vampires, alors que Louis C.K. et Louis, c'est exactement la même personne. J'ai l'impression qu'il nous avait rendus tous complices de son comportement parce qu'il nous en avait fait rire, parce qu'il avait utilisé son comportement et ses travers pour nous faire rire, et qu'on riait sans vraiment savoir toute l'étendue du truc, mais que du coup, on lui donnait un espèce de saut d'approbation où on rentrait complètement dans son jeu. Et c'est ça où moi, je me suis vraiment sentie trahie quand j'ai appris tout ça, quoi. Oui, complètement. Il faut parler des conséquences, c'est-à-dire que pour Louis C.K., c'est arrivé juste après l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein. Donc Hollywood était très proactif à l'époque, parce que vraiment tout le monde voulait se détacher un maximum de quelconque accusation. Donc dès que l'enquête du New York Times est sortie sur Louis C.K., le jour même, son film qu'il avait réalisé devait avoir une avant-première. L'avant-première a été annulée et son film a été tué dans l'œuf. Personne ne l'a vu au final. Netflix, qui produisait un deuxième comedy special avec lui, a annoncé que le comedy special était annulé, et HBO, qui avait certaines anciennes séries de Louis C.K. dans son catalogue, a décidé de supprimer l'œuvre de Louis C.K. de son catalogue, ce qui à l'époque paraissait très proactif, on va dire, pour rester positif, mais c'était un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'il voulait juste se détacher un maximum et faire comme s'il n'avait jamais côtoyé Louis C.K., en fait, comme si ça allait un peu ternir leur marque à eux d'avoir été associés un jour avec lui, alors que déjà ils pouvaient pas forcément savoir. Oui, mais il savait. C'était très connu dans le milieu, donc c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que la question qui se pose avec Joss Whedon et qui s'est posée avec Louis C.K. et qui se pose avec d'autres créateurs qui ont ce genre d'accusation, c'est qu'est-ce qu'on fait alors que leur carrière est encore en train de se développer, alors qu'on leur confie plein de projets parce que c'est des figures vraiment idolâtrées à Hollywood. Est-ce qu'il faut annuler les projets dans lesquels ils sont censés travailler? Est-ce qu'il faut les virer? Est-ce qu'il faut ne plus jamais les faire bosser? Et c'est des questions, il faut le dire, auxquelles nous, on n'a pas forcément de réponse. On n'est pas là pour dire, je sais pas, Joss Whedon est cancelled et on veut plus jamais entendre parler de lui. Mais c'est des questions qui sont très compliquées, et notamment quand on associe tellement la figure de l'homme à son œuvre. Donc voilà, on n'a vraiment pas la réponse à ces questions-là, mais on s'interroge forcément parce que nous aussi, on est féministes et on aimerait juste que les environnements de travail soient plus sains, normal, quoi. Marie, toi, comment t'as réagi quand t'as vu justement les différentes accusations sur Joss Whedon? Qu'est-ce que ça te fait en tant que critique, mais aussi en tant que fan, de lire ce genre de choses? Non, mais c'est très complexe parce qu'au final, ça n'a pas changé mon rapport à la série. Ouais. Buffy a une place dans mon cœur et dans mon existence qui ne va pas changer. Je pense aussi que, pour moi, ça me fait questionner aussi le statut du créateur star. C'est-à-dire qu'on associe Buffy presque intégralement à Joss Whedon, alors qu'au final, il y a eu plein d'autres scénaristes comme Martin Oxon qui ont travaillé dessus. Il y a aussi eu tout un casting qui travaillait là-dessus. Et pour moi, peut-être que c'est une réponse un peu facile, mais je vais pas renier tout le travail de tous ces gens à cause de l'attitude de Joss Whedon. Par contre, je pense que je vais arrêter de mettre systématiquement sur un piédestal le créateur de la série comme un espèce de maître absolu. Mais ça, c'est un questionnement que j'ai depuis plusieurs années. Je pense que beaucoup d'hommes alors là, je vais jeter un pavé dans la mare. On a tendance à beaucoup trop célébrer les hommes qui s'autoproclament comme féministes et comme des alliés, à les applaudir direct parce que, oh mon Dieu, ils sont géniaux, ils veulent l'égalité homme-femme. Et souvent, dans les faits, je dis pas que c'est systématique, il y en a plein qui sont très honnêtes et qui sont très intègres et qui suivent dans les faits aussi, mais souvent, c'est utilisé un peu comme un bouclier par des hommes qui vont pas forcément être féministes dans les faits, mais qui vont utiliser ça pour se protéger. Et je pense que, par exemple, Joss Whedon, pour moi, c'est un exemple de ça, et du coup, ça affine encore plus ma méfiance par rapport à ce genre de comportement. C'est d'ailleurs aussi le cas de Matthew Weiner, qui est aussi un de nos créateurs préférés. Enfin, en tout cas, moi qui l'étais à l'époque, je suis allée le voir parler encore une fois à Paris. Je l'idolâtrais totalement. Le créateur de Mad Men. Voilà, le créateur de Mad Men, qui fait aussi partie de nos séries un peu Panthéon, qui est aussi une série très féministe, notamment avec le personnage de Peggy Olson et de Joan, etc. Et en fait, Matthew Weiner a été accusé il y a quelques années de comportement déplacé aussi par une ancienne scénariste de Mad Men qui avait reçu un Emmy et qui a été virée 3 semaines après avoir reçu son Emmy. Elle l'a accusé carrément de harcèlement
harcèlement sexuel. Hein. Oui, voilà, parce que en gros, elle a dit que entre autres choses, il lui avait dit un soir, alors qu'ils travaillaient très tard tous les deux seuls au bureau, qu'il avait le droit de la voir nue. Et c'est quelque chose qui l'a profondément choquée. Ensuite, elle a été virée peu de temps après, alors qu'elle avait été récompensée pour son travail et que donc on peut se demander pourquoi elle a été virée, puisque visiblement elle faisait quand même du très bon boulot sur la série. Et il y a aussi Martin Oxon, il faut le dire, qui a aussi travaillé avec Matthew Weiner, qui avait travaillé avec Joss Whedon, la pauvre, qui avait dit que c'était un terroriste émotionnel et qu'elle n'était pas du tout surprise de ces allégations, qu'au contraire, elle corroborait ce qu'avait dit la scénariste. Ouais, voilà. Et du coup, pour le ramener à ce que tu disais, quand ces accusations-là ont été rendues publiques, Matthew Weiner a dit « Mais attendez, j'ai créé Peggy Olson, quoi. » Donc, Why are you doing this to me? Because you're being very demanding for someone who has no other choice. Dazzle me. How much you want? How much you got? $400. Give me all of it. Jesus. Better be good. Do you want me to take your watch? lui-même a utilisé en fait ce personnage d'allié féministe pour se défendre en disant mais ce serait totalement absurde que je fasse quelque chose comme ça me correspond pas. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué quand on a des hommes comme ça qui se disent féministes, on a tendance comme tu dis à les idolâtrer et à les célébrer, alors que franchement les femmes dans le monde d'Hollywood qui se déclarent comme féministes, généralement elles en payent plutôt le prix, hein. Enfin on les applaudit pas, on va plutôt dire que... Je sais pas si c'est vrai toujours aujourd'hui, mais... Elles sont quand même beaucoup plus marginales que justement un Joss Whedon ou un Louis C.K. qui eux sont vraiment acclamés pour leur progressisme. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très compliqué là-dedans et qui est très rageant effectivement de voir à quel point cette image peut être utilisée comme excuse en fait pour avoir un comportement de merde. Matthew Weiner est assez brillant et intelligent et je pense même assez d'intelligence émotionnelle pour créer un personnage comme Peggy et pour comprendre un peu tous les ressorts du sexisme et des destins de personnages féminins à cette époque, tout en lui-même ayant un comportement répréhensible. Les deux ne sont pas antinomiques et peuvent cohabiter. Et donc, je pense que c'est quelque chose que les fans et les critiques doivent garder en tête au lieu de diriger des espèces de statues à tous les hommes créateurs qui vont faire une œuvre qui a une conscience des inégalités de genre, quoi. Ouais, complètement. Et toi, est-ce que ça change quelque chose à la manière dont tu perçois ces œuvres ? Je vais pas arrêter de revoir Buffy et je vais pas arrêter de la considérer comme une des séries les plus importantes de ma vie et une des séries les plus brillantes qu'il m'ait été donné de voir. Ça, c'est clair. Comme toi, je remets vachement en question, même moi, le piédestal sur lequel j'avais mis Joss Whedon. Je remets vachement en question mes œillères, en fait, pendant toutes ces années, parce que, on l'a dit, il y avait des rumeurs, il y avait l'expérience de Charisma Carpenter qu'on connaissait déjà un petit peu. Il y avait beaucoup de signaux sur le fait que Joss Whedon était loin d'être parfait, et je refusais totalement de les voir. Et maintenant, je m'en rends compte, et notamment, on l'a dit avec la lettre de son ex-femme. Pour moi, il avait un tel statut que je ne voulais absolument pas admettre qu'il pouvait avoir un comportement qui soit autre chose que féministe et autre chose que parfait. Et ça, c'est quelque chose que je remets vraiment en question aujourd'hui et j'apprends un petit peu à chaque fois qu'il y a des nouvelles révélations sur des personnes qu'on admire, parce qu'il faut le reconnaître qu'en ce moment, c'est tous les mardis, quoi. J'apprends à ne plus idolâtrer qui que ce soit, en fait, à Hollywood, homme ou femme, créateurs, réalisatrices, etc., pour leur personne, en fait. C'est-à-dire que j'admire leurs œuvres énormément, mais je pense que je referai plus trop l'erreur d'admirer quelqu'un dans son intégralité en pensant que cette personne est parfaite et irréprochable, puisqu'on sait que c'est pas vrai et que justement quand on fait ça, on leur donne le pouvoir d'abuser en fait leurs collègues et leurs subordonnés, parce que on leur dit bah oui, tu peux faire tout en fait, tu peux complètement utiliser cette image de féministe absolument parfait pour chier sur tes collègues, quoi. Donc clairement ça c'est quelque chose que j'essaierai de ne plus refaire, mais c'est compliqué. Toi et moi on est passionnés de pop culture et quand on admire quelqu'un et quand on admire son œuvre, on peut se laisser totalement emporter par notre admiration. Enfin c'est normal et je pense que c'est ça qui crée aussi ces espèces de personnages qu'on a du mal après à questionner. Oui, après, moi, je dirais, là où c'est différent, par exemple, pour Louis C.K., et je parlerai aussi de Woody Allen là-dedans. Enfin, moi, j'ai eu un rapport où ces films m'ont un peu formé à l'adolescence et tout ça, et aujourd'hui, j'ai du mal à les revoir pour certains. C'est-à-dire qu'en fait, quand on retrouve certains éléments toxiques de la personnalité, justement, qui ont été révélés du créateur dans son œuvre, là, j'ai beaucoup plus de mal à regarder son œuvre. C'est-à-dire que Louis C.K., revoir Louis aujourd'hui, je pense qu'il y a sûrement des choses qui me feront encore rire parce qu'il est marrant et que... Mais j'aurais encore l'impression d'être complice de son espèce de
d'arnaque, quoi, enfin, ou d'arnaque morale, en fait. Ouais, tu vois. complètement. Et oui, il faut préciser que les accusations contre Louis C.K. n'ont rien à voir. C'est pas le même niveau, quoi. Hein. Avec les accusations contre Joss Whedon ou contre Matthew Weiner, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gradations et il y a des comportements totalement différents. Joss Whedon, pour l'instant, n'a pas été accusé de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Hein. C'est plus du harcèlement moral et c'est quelque chose qui est plus de l'ordre professionnel, on va dire. Par exemple, moi, Louis C.K., si aujourd'hui j'entendais qu'il passe à Paris, je retournerais pas le voir comme je l'ai fait à l'époque. Et comme toi, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de voir ses œuvres. Et même Better Things, qui maintenant est uniquement dirigée par Pamela Adlon et qui est une de mes séries préférées, que je trouve vraiment sublime et brillante, à chaque fois que je le vois crédité dans le générique à la fin, ça me fait bizarre, quoi, parce que ouais, ça m'a vraiment dégoûté d'apprendre ce qu'il avait fait. Et quand c'est des personnes qu'on admire énormément et dont les œuvres ont énormément compté dans notre panthéon personnel, ça amène une remise en question qui peut être douloureuse. Ce qu'il faut vraiment célébrer, c'est le fait qu'il y a une prise de parole de plus en plus fréquente, qu'il y a une libération de la parole sur ces questions-là, pour des faits plus ou moins graves, justement, et pas uniquement des viols, comme dans le cas de Weinstein, mais vraiment un peu tout le spectre des comportements abusifs et inappropriés qu'il peut y avoir dans les milieux professionnels. Il y a notamment, depuis l'affaire Weinstein, des coordinatrices d'intimité qui sont de plus en plus présentes sur les plateaux pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'abus dans les tournages, notamment de scènes de sexe. Mais je pense que la leçon qu'on doit tirer de tout ça, c'est que déjà, idolâtrer une personne créative ne mène souvent rien de bon, quoi. Et qu'il faut surtout essayer de créer, dans la mesure du possible, une culture plus saine à Hollywood, mais dans tous les milieux professionnels, en fait, pour qu'il n'y ait plus de comportements toxiques. Et surtout à Hollywood, où on sait que l'agressivité est souvent confondue pour du génie, en fait, ou pour une méthode créative. Enfin, maintenant, en fait, le comportement de Hitchcock ou de Kubrick envers leurs acteurs et notamment leurs actrices sont rentrés dans la légende comme des signes de leur génie et pas comme des comportements abusifs, répréhensibles et punis par la loi, en fait. Donc, je pense qu'il faut aussi changer ça. Il faut changer la manière dont on voit le comportement créatif. Dont on l'utilise pour excuser tout, en fait. Ouais, voilà. On continuera à regarder Buffy parce qu'on va pas se punir pour le comportement de Joss Whedon, mais on arrêtera d'idolâtrer Joss Whedon. Complètement. C'était PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Salut!